Yo tout le monde, j'espère que c'est bien. Aujourd'hui, le lundi 27 juillet 2026. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cryptos. Vous allez voir qu'on n'a pas trop bougé depuis une semaine, mais il y a quand même des choses à voir. Alors, pas sur BTC, mais plus sur ETH. Vous allez voir, il y a un setup intéressant. Il y avait un setup intéressant que j'ai un peu trop FOMO. Je vais vous montrer un peu les erreurs que j'ai fait qui m'ont coûté du coup un SL. Mais vous allez voir que le scénario est toujours bon. Même si voilà, je me suis fait piéger un peu à court terme, je vais vous montrer un peu comment je me suis fait piéger et qu'est-ce que je vise maintenant sur Ethereum. Donc ça, c'est pour ETH. Sinon, du côté de BTC, ça n'a pas trop bougé. On est toujours dans le même configuration. On attend les 68 000 pour avoir une déviation, aller chercher les FG, le ruban, tout ce qu'il y a au niveau de ces niveaux-là, des 68, 70 000 pour éventuellement prendre un short. Mais si on l'a pas, voilà, on l'aura pas. Par contre, on peut avoir, voilà, comme j'expliquais, cette opportunité de rentrer sur Ethereum qui peut être intéressante. Mais il faut des confirmations pour pas se cramer. Je vais vous montrer un peu tout ça. Donc, petite mise au point du marché par rapport à cette semaine. On va plus se pencher du côté de l'analyse technique. On a quand même une petite news que je vais vous passer sur Twitter, alors qui n'est pas énorme, mais c'est juste en gros, alors si c'est quand même pas mal, mais on a Bitmart et BitMEX, qui sont deux géants quand même de l'industrie, hein. Ils sont là depuis BitMEX, je sais pas combien de temps ça fait, mais moi déjà quand j'étais rentré en 2016 dans les cryptos, je crois ils étaient déjà là. Et Bitmart, même chose, c'est-à-dire que Bitmart, ça fait peut-être 10-11 ans, ils sont dans l'écosystème crypto. Et c'est fou parce que les deux plateformes, vous voyez, quasi en même temps, la Bitmart il y a 9 heures, 23 juillet, BitMEX, ont annoncé la fermeture de leurs portes parce que tout simplement, pas assez d'argent, marché est de plus en plus concurrentiel pour eux et de plus en plus compliqué pour être rentable, ce qui fait qu'ils ferment leurs portes. Et le fait qu'il y ait 2 acteurs comme ça, assez gros, qui ferment leurs portes quasi en même temps, c'est quand même un signe intéressant. Ouais, on a beaucoup d'annonces ces derniers mois, sans compter tous les projets qui avaient raise énormément et qui meurent en silence sans faire d'annonces. Ça, faut pas l'oublier. Il y a beaucoup de projets aussi, qui ont fait de levées de fonds et qui, comme les pre-sale et qui au final, meurent dans, le silence et ne font même pas d'annonce. Et c'est souvent au final que les plus gros qui vont, faire une annonce, vu que vu qu'ils ont beaucoup de clients, ils avertissent quand même un minimum, la situation. Mais ça, c'est des signes intéressants. C'est des signes intéressants parce que plus on a de genres de faillites ou ouais, de clés swap qui arrivent, plus en fait, en général, on se rapproche, vers la fin du bear market, hein. Vous le savez, on l'avait très bien vu avec, FTX où on avait, tous les même avant avec Terra Luna, Celsius et cetera en 2022, on avait tous les squelettes qui sortaient, du marché, tous les plateformes et les protocoles qui étaient au final pas rentables et qui ne pouvaient pas être rentables et ben, mouraient en fait. Et on a eu notre coup final avec FTX qui a, vraiment posé le bottom. Et c'est marrant parce que là, du coup, on retrouve la même chose. Alors, c'est différent, on n'a pas vraiment de scam pour l'instant comme on a eu. On a quand même eu des grosses attaques sur les protocoles DeFi qui ont fait pas mal de bruit, mais à part ça, on n'a pas eu un style FTX pour l'instant. Mais petit à petit, voilà, on voit quand même des Bitmart, BitMEX qui sont là depuis longtemps, faire faillite et de plus en plus, on peut se dire que on se rapproche du bottom. Comme vous le savez, moi, je pense que le bottom sera un peu plus bas vers les 40-50 000, mais déjà 60 000 ouais, ça reste un niveau qui fait sortir quand même ce genre de gros acteurs, et qui enlève, en fait, beaucoup de volume. En fait, c'est surtout ça le bear market, c'est que le bear market, tu pour les exchanges, c'est que tu as une chute de BTC, tu as une perte d'intérêt autour des cryptos, ce qui fait que le volume total, qui est échangé sur la plateforme diminue drastiquement. Et si, les plateformes font pas de réserve, c'est comme les projets, hein, pendant le bull run et ben après ils sont cuits, quoi. Un peu comme nous au final, en tant que particulier, faut faire les réserves en bull run pour pouvoir, survivre en bear market et pouvoir investir comme on veut. Allez, on continue. Tiens, je vous avais parlé l'autre jour que j'avais ouvert le Telegram. C'est trop cool parce que du coup, j'en ai fait un tweet et regardez ça, ça a plutôt bien marché. Il y a eu 459 personnes, les gars, qui sont venus dans le Telegram. Je ne m'attendais pas autant, du coup, trop cool. On parle un peu, ouais, dans l'anglais général, il y a l'anglais trading. Je vous partage du coup un peu tout ce qu'on fait, tout ce que je fais personnellement, mes raisonnements, tous mes raisonnements, toutes mes analyses. Et vous aussi, vous partagez du coup les vôtres. Et du coup, c'est pas mal. On peut échanger. Il y en a beaucoup qui sont, j'ai vu, assez contents d'être dans ce groupe et de pouvoir discuter comme ça directement avec moi et aussi entre nous pour partager nos scénarios. Donc, trop cool. N'hésitez pas à rejoindre si jamais ça vous intéresse. Je vous le remettrai en description. On a fait aussi un onglet investissement et aussi gain perte. Je vous montrerai un peu le trade que j'ai perdu là sur Ethereum et aussi ouais, tous les bonus pour vous inscrire si ça vous intéresse au niveau des plateformes. Voilà pour tout ça. Pour revenir du coup sur Twitter, on va commencer avec BTC. Alors regardez ça, je vous ai fait un tweet en vous expliquant que par pitié, BTC ne commence pas à partir à la cave alors qu'on n'est pas venu chercher les 68 000 $. Ça pour moi, c'est l'un des pires scénarios. C'est-à-dire que tu as une zone que tu attends pour short, c'est-à-dire que tu as cette zone que tu attends les 68 000, 70 000 par exemple, donc celle que j'attends. Et dans le pire scénario qu'on pourrait faire, c'est s'arrêter juste avant, vous voyez, et commencer à chuter, et en fait valider le scénario beaucoup plus global, beaucoup plus gros, et le valider complètement. Sauf que au lieu d'aller chercher la target que je disais, en fait on s'arrête juste en dessous, quoi, quelques pourcents, et ça fout le seum, surtout c'est un scénario qui est beaucoup plus gros quand tu dézoomes.
Et je vous dis ça parce que rappelez-vous, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, mais c'est ce qui nous était arrivé, ce qui m'était arrivé sur les 83 000 ou sur les 83 000 ben, je voulais short à 83 500, ça arrêtait à 82 700, un truc comme ça et après bam, tout effondré. Mon scénario était bon, mais du coup, j'ai pas pu rentrer à quelques, centaines de dollars près, ça a foutu le seum. Mais bon, 68 000, 70 000, ça reste quand même la golden zone pour shorter parce qu'il y a une FSG Daily, vous voyez, à combler qui est juste ici. Il y en a une deuxième aussi vers les 72 000, même si je trouve celle priorisée, c'est vraiment celle-là, c'est la plus grosse et c'est celle où il y a un énorme cluster de liquidation, hein, on le voit ici, à 67 000 et 70 000, ça n'a pas bougé. Ouais, là, je suis sur un meuble de liquidation, et ça, on a toujours les 231 millions, 286 millions, même ça accumule plus. Et ça, c'est normal, en fait, parce qu'à chaque fois qu'on va revenir proche de ces niveaux, mais qu'on n'atteint pas ce niveau, et bah, tu as toujours des gens qui se remettent à short, à short, à short, et qui accumulent bah, toujours des stop loss et des liquidations sur les anciens plus hauts, donc sur ce niveau-là. Et là, on voit que, ouais, par exemple, au début, on était à 69 millions, et là, maintenant, on est à 231 millions. Et là, franchement, on a pas mal de liquidités. On a aussi 194 millions à 68 000 et surtout, le dernier pic de liquidité ouais, de 175 millions sur les 70 000. Donc, de nouveau, ces niveaux-là, hyper intéressants à aller chercher. Après, comme d'hab, vous connaissez la chanson, c'est pas parce que on a beaucoup de liquidités que on est forcément obligé d'aller chercher, mais pour le marché, pour, pour les échanges, les brokers, c'est beaucoup plus intéressant d'aller pousser à ce niveau-là pour sortir tous ces gens qui sont positionnés ouais, sur ces niveaux. Donc, on a ça, gros cluster de liquidation. On a aussi le début du ruban weekly, je vous montrerai après, mais qui arrive dans cette zone. Donc, ça peut être intéressant de ne pas passer ce niveau par rapport à ce ruban. Et aussi, surtout, target de la divergence haussière du RSI. Rappelez-vous, divergence ici sur les RSI en daily. Et la target, c'est vraiment cette zone des 68 000 dollars. Donc, il y a pas mal de choses qui nous montrent que cette zone peut être intéressante à aller chercher. Par contre, voilà, les deux points qui me font un peu peur de pas venir chercher cette zone, c'est que tout le monde attend ce niveau pour short. C'est-à-dire que sur Twitter, alors peut-être c'est mon algo qui est biaisé, mais je sais pas vous, moi de mon côté, je vois énormément de gens qui parlent des 68 000, 70 000 de ces niveaux-là pour shorter, moi y compris. Ce qui fait que bah, on a toujours ce truc de se dire, voilà, tout le monde attend ces niveaux, donc est-ce qu'on va vraiment y aller? Et l'autre piège par rapport à ça, que j'expliquais juste avant, c'est que souvent, bah, l'algorithme, il va te montrer ce que tu as envie de voir. Donc ça se trouve, moi j'ai l'impression que tout le monde voit ça, tout le monde attend ça, mais alors qu'en réalité, c'est pas vraiment le cas. Et l'autre point, le plus compliqué pour moi de me dire que on pourrait avoir un BTC qui ne monte pas à ce niveau, c'est le dollar. Et ça, le dollar, il me fait trop flipper parce que à chaque moment, le dollar, il peut péter. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur le break weekly du dollar. Et à tout moment, il peut monter. Et en fait, à tout moment, quand il monte, et bah, BTC il va avoir une corrélation négative, enfin positive avec le dollar, ce qui va faire que quand le dollar va monter, le BTC, lui, va chuter. Et le problème, c'est que le dollar, bah, il peut très bien commencer à monter sans attendre que BTC vienne à ces niveaux juste ici. Et ça, c'est une question de timing qu'on n'a pas forcément, qu'on peut pas forcément prendre en compte. Bon, et justement, regardez ça. BTC, on a fait donc notre top ici, on a commencé à corriger très très fort. Regardez, ce qui est intéressant, c'est qu'on est revenu dans l'OBH4 qu'on avait ici, qui nous avait fait galérer. On est revenu dedans pour rebondir, c'est assez marrant. Et là, on a un petit rebond. On vient combler, à mon avis, les FG qu'on a laissé en 4 heures, même pas. Ouais, si on en a vu une ici, mais rien d'exceptionnel. Et là, on patiente. Et là, pour l'instant, on temporise. Donc, au niveau de la divergence, c'est toujours valide. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on a notre divergence, on a notre RSI qui monte avec ici, hop, le cours qui descend. On valide les 52 RSI, on valide ça à la hausse. En général, on va prendre l'ampleur de cette bougie-là pour reporter à la cassure ici. Bon, c'est pas le plus précis, mais vous voyez, ça mène vers les 68 000. Mais en général, vous voyez, ce target de divergence, on vient souvent au-dessus de la première vague qu'on a ici. Donc souvent, on va faire hop, hop, on casse ici, et là, souvent, on va venir dans ces zones-là, au-dessus de ce niveau. C'est pour ça que la target de la divergence dans cette zone, avec la FG, avec les liquidités, plus ça, le ruban qu'on a ici en weekly qui arrive pile sur ces niveaux, ça peut être intéressant de revenir tester ça et se faire rejeter un peu comme on avait tout simplement ici et ici, vous voyez. Donc je sais pas, c'est une bonne question. Après aussi, à l'inverse, ouais, ça on a toujours donc notre ruban qui descend, 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 et pour l'instant, ouais, on s'est rejeté, rejeté, et là on est toujours ici. Donc comme j'expliquais, moi ce qui me ferait passer en bull run ou pas, c'est le passage au-dessus de ce ruban et au-dessus de ce niveau. Donc si on arrive à passer au-dessus de ce niveau des 83 000 avec le passage du ruban weekly, là pour moi je reviendrai bullish. Donc pour l'instant, tant qu'on n'a pas ça, pour moi on est toujours dans cette dynamique baissière sur BTC. Par contre, le point positif qu'il pourrait avoir pour un retournement de tendance sur BTC en weekly, c'est aussi la divergence qui est en train de se mettre en place. C'est-à-dire que ici, ouais, on a vraiment le cours qui descend, ça fait beaucoup de traits. Et là, pareil, le RSI qui monte. Donc, de nouveau, on a une grosse divergence weekly qui commence petit à petit à se mettre en place. En fait, cette divergence-là, elle peut se prolonger avec de nouveau un plus bas ici et pareil sur RSI, un plus haut ici, qui fait que ça se prolonge. Mais de nouveau, pour valider une divergence comme ça en weekly, il faut, dans l'idéal, en fait, passer les 52 RSI. Alors, pas là sur le rebond qu'on a ici, mais sur la cassure qu'on a là. Donc, c'est-à-dire que là, hop, on a notre plus bas. Et en fait, c'est ce mouvement-là qu'il faut qu'il passe les 52 RSI. Donc, vous voyez, ici, ce mouvement-là qui correspond ici,
qui passe les 52 ici. Et là, pour l'instant, vous voyez, en weekly, on a de la marge et ça correspondrait à l'entrée du ruban dedans. Et donc, ça va être vraiment intéressant à suivre parce qu'en fait, si on a un rebond dans cette zone, on va voir le récit qui monte, on va voir la validation petit à petit, la divergence weekly qui va se faire. Et là, on va voir si ou pas, bah, on va se faire rejeter et du coup, on invalide cette divergence et on la valide pas et on continue notre tendance baissière, comme ce que je privilégie. Ou alors, on arrive à passer et là, on valide la divergence et là, à mon avis, on repart en bull run et notre bottom est ici. Donc, ouais, moi, c'est vraiment ça que je surveillais sur BTC en weekly. Comme vous le savez, le scénario que je privilégie, c'est quand même plus un rejet ici pour aller chercher un bottom. Mais voilà, dans le cas contraire, je m'adapterai comme d'habitude. Pour revenir sur BTC en daily, vous voyez, c'est intéressant parce qu'on a le ruban, on était passé en dessous ici vers les 83 000. On était passé en dessous, on s'était fait rejeter ici. Et là, ouais, on a fait à chaque fois des rejets, 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 rejets. Là, on a réussi à le passer. Et ouais, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait la classique du ruban, c'est-à-dire que quand tu as le ruban qui descend, 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 et tu te fais rejeter, bah, au bout d'un moment, tu le casses, tu reviens le tester en pullback, et ensuite, il te soutient comme support jusqu'au moment où tu le recasses, et là, tu repars en dynamique baissière. C'est un peu ça. Et voilà, c'est ce qu'on a fait. Du coup, on s'est fait rejeter plusieurs fois. Là, on arrive à le passer. Et là, vous voyez, juste sur ce niveau, qui est aussi le niveau de l'OBH4 qu'on avait ici, bah, on revient tester et pour l'instant, ça tient. Donc c'est intéressant parce que là, on peut avoir un rebond suite au pullback du ruban qui se forme jusqu'à ici et après voir comment on évolue ici. Par rapport au ruban, ça pourrait être intéressant de suivre ça. Au moment où on casse le ruban, là aussi, on aura un signal assez fort de retour à la baisse. Mais on peut avoir ça, oui, comme on l'a eu ici quand on est passé au-dessus du ruban. Après, plusieurs fois, on a rebondi dessus avant de finalement casser. Oui. Donc, après, dans le même scénario qu'ici, on peut rebondir plusieurs fois dessus avant de passer en dessous. Mais en tout cas, pour l'instant, le fait que voilà, on soit passé au-dessus et que là, on vient pullback dessus sans passer en dessous, c'est pas mal. Mais ça, à surveiller voilà, avec les clôtures daily. Peuvent repasser en dessous du ruban, ça c'est tout à fait possible. Donc voilà pour BTC, pas grand-chose d'autre à dire. Ensuite, je voulais passer sur ETH. Alors, je vous ai fait un tweet en disant ETH, j'ai peur. ETH, j'ai peur parce que on peut être clairement, je vous en parlais l'autre jour aussi, dans le classique ouais, range, déviation, intégration du range, et bam, break à la baisse. Donc ouais, c'est ça, un range déviation, intégration, break à la baisse, qui est toujours en cours, qui est toujours possible. On a toujours la FG Daily qui est valide. On va les voir ensemble, mais je crois qu'elle est toujours valide. Et on a une petite divergence aussi haussière. Vous voyez, sur la RSI, donc on a un, RSI qui monte, un cours qui monte, un RSI qui descend. Donc on a une divergence baissière qui se met en place, mais comme j'ai écrit ici, vous voyez, qui est en train de se mettre en place. Donc elle n'est pas encore validée, elle est en train de se mettre en place. Et ça, c'est ce qui m'a piégé sur un trade. Et l'autre truc qui me rend un peu plus bearish sur Ethereum, c'est que vous voyez, on est vraiment dans ce canal baissier ici, qui un jour cassera la hausse, mais qui pour l'instant, on a quand même plus de chances de le prolonger que de le casser à la hausse. Et si on revient en bas de ce canal ici, bah, on peut aller chercher un moins 20% sur ETH comparé à BTC. Donc si BTC bouge pas, Ethereum va faire moins 20% par rapport à BTC. Et donc si BTC descend de moins 20, on va avoir moins 20 en plus sur Ethereum. Ce qui peut être pas mal si on veut shorter Ethereum. Donc quand on combine tout ça, plus un BTC qui commence à faiblir et un dollar qui repart à hausse, on peut très vite former un top. Ce scénario-là, vous allez voir, est toujours valide. Le seul bémol, c'est que je me suis trop précipité, je pense, dans mon trade. C'est-à-dire que ouais, là, j'ai tenté un petit short sur Ethereum avec une position pas trop importante. Ça, c'était mon piège aussi. Et j'ai placé un deuxième ordre dans la FGH4. Donc, ouais, je suis rentré ici avec mon nord ici dans la FGH4 en me disant que la divergence allait être validée, ça allait être bon, etc. J'ai mis mon stop loss sur le plus haut et du coup, ça n'a pas fait. Je me suis fait stop loss. Vous voyez, j'ai fait le golemon, être impatient. Parce qu'en fait, je suis rentré là en me disant, ça y est, ça va être validé, c'est bon. Et j'ai été trop impatient. Alors pourquoi? Parce que je pense que déjà, le fait d'avoir mis une petite position, ça m'a fait prendre plus de risques. Et en fait, c'est toujours pareil. Quand tu mets une position plus petite que ce que tu as l'habitude de mettre, et bah, tu te dis, ah, vas-y, c'est une petite position, je peux prendre plus de risques. Je pense que c'est le piège que j'étais. Et vu que je savais que c'était quelque chose de risqué et que je devais attendre un meilleur setup, je me suis dit, vas-y, je rentre quand même, mais avec une plus petite position. Et bah, au final, bon, là, j'ai perdu moins, donc c'est pas grave, mais c'est quand même été une perte que j'aurais pu éviter parce que j'ai été trop impatient en fait. Et j'ai voulu anticiper une divergence qui n'était pas encore validée. Et ouais, le fait de mettre une position, bah, ça m'a fait prendre plus de risques au lieu d'attendre le bon setup. Et en gros, le truc que j'aurais dû attendre, c'est quoi? Là, on a la divergence, on a le ETH qui est toujours dans FLG Daily. Et en fait, j'aurais dû attendre que la divergence se valide, on descend ici un peu plus bas, mais surtout qu'au niveau du RSI, on vienne chercher, vous voyez, 52 RSI, qu'on valide les 52 RSI pour valider la divergence à la baisse et que là, je rentre sur Ethereum. Et du coup, rentrer ici, bah, je serais rentré un peu plus bas là, ici et j'aurais TP dans cette zone. Mais du coup, on vient chercher bah, un troisième plus haut. Le scénario est toujours bon parce que ouais, on peut faire une divergence sur 3 tops avec 1, 2, 3 ici et 3 ici à la baisse. Mais de nouveau, là, en fait, il faut attendre qu'on descende ici tranquillement, qu'on vienne valider les 52 RSI pour éventuellement se dire que voilà, on va avoir le scénario qui se valide et un retour ici sur les plus bas. Et c'est vrai que ne pas attendre cette validation sur la divergence, bah, c'est un peu de la précipitation. Et au final, c'est un peu ce que j'ai fait. Oh, sinon, pour passer sur Ethereum au niveau de TradingView, au niveau du graphe, ouais, ce qui est intéressant, c'est que on a toujours donc cette FSG qui est valide. La FSG tient. On a eu la clôture d'hier qui a
pas mal pump, mais voyez, on s'arrêtait juste au niveau de la FEG, on s'arrêtait dans la FEG, donc c'est toujours bon. On est toujours dans ce scénario, qu'on peut avoir de, voilà, range, déviation ici, ensuite réintégration et break à la baisse. Scénario est toujours valide, ouais, on a vraiment le truc en triple top avec le triple top sur RSI. L'objectif, c'est d'avoir un RSI qui descend sous les 50 de RSI, pour valider cette divergence baissière et que là, on casse tous à la baisse et qu'on accélère ici. Et là, ça pourrait être intéressant de short Ethereum, mais attendre cette validation-là et pas refaire l'erreur que j'ai fait de rentrer ici en me disant: «Ça y est, ça va être validé», alors que c'était pas encore validé. Mais voilà, quand après on dézoome Ethereum en weekly, ouais, c'est toujours pareil, on est vraiment dans ce truc de rebond, baisse, rebond, baisse, rebond, baisse. Après, comme j'expliquais sur BTC, ça se trouve, on est, alors là, il n'y a même pas de divergence sur Ethereum. Ça se trouve, là, on est sur le bottom et que ici, on va casser à ce niveau-là. Mais pour ça, bah, il faut attendre deux choses. C'est de nouveau le ruban, c'est la même chose sur Ethereum. C'est vraiment le ruban et l'ancien plus haut. C'est pareil que sur BTC. C'est-à-dire que là, même chose, vous voyez, on a notre top ici, on chute, on passe sur le ruban, on revient tester pile le ruban ici, on se fait rejeter bien fort. Là, c'était un très bon endroit pour short, d'ailleurs, là où j'avais short BTC. On s'est rejeté, on rebondit, de nouveau, on vient tout juste toucher le ruban, on rentre même pas dedans, on s'est rejeté et là, ouais, de nouveau, on est dessous et donc pareil, si vous voulez, avoir un moment où il faut se dire que la tendance weekly s'inverse et que on est le bottom est derrière nous et que la tendance est finie, la tendance baissière est finie sur Ethereum, c'est de nouveau la même chose que sur BTC, c'est faire un plus haut par rapport à cet ancien plus haut et passer au-dessus du ruban, ce qui correspond un peu aux 2 en fait, ce serait de faire un scénario, comme ça où, tu passes ici, si tu passes ici avec une clôture weekly, là, tu peux être sûr que la tendance a été inversée. Parce qu'on a fait un nouveau plus haut, on passe au-dessus du ruban weekly, donc on casse cette tendance baissière qu'on avait. Et là, il y a de grandes chances de repartir en bull run. Mais pour l'instant, tant qu'on n'a pas ça, eh ben, on est toujours dans un scénario de bear market, en fait, où on est toujours à privilégier un rebond baisse, rebond baisse, rebond baisse. Et même si on a un rebond qui est un peu plus fort que prévu et que par exemple on monte jusqu'à ici, tant qu'on reste dans ce ruban et sous les plus hauts ici, bah, on est toujours dans ce truc de rebond baisse. Après, ce qui pourrait être intéressant à voir, c'est au lieu d'avoir voilà, rebond baisse, bah, au bout d'un moment, tu as un range qui se pose et ça se trouve, en fait, le bottom est déjà là, mais que on va pas faire un truc comme ça où on remonte direct, mais plutôt un truc où tu commences à range, tu viens ici, hop, tu tapes et là, tu redescends. Et si là, tu vois qu'il y a une réaction et qu'on repart pas direct à la baisse et qu'on commence à repartir, et ben, c'est qu'il y a de fortes chances qu'on soit du coup dans un range qu'on va hop, casser plus tard. Et c'est en général ce qui se passe hein, vers les bottoms. Ouais, on a souvent ce genre de truc où on fait un point bas, on revient monter et au lieu de faire un plus bas ici, 2 sous plus bas, bah, en fait, on fait une sorte de range et on casse plus tard. Bon là, c'était pas le plus propre en 2022, mais oui, on l'avait bien ici aussi en 2018, ou même chose, on forme un range avant de casser, après. Dernier truc que je veux montrer sur Ethereum, c'était encore une fois ETH-BTC parce que il est quand même, vous voyez, sur, les plus hauts du rebond là, donc on a grave moyen, ouais, d'avoir une baisse sur Ethereum-BTC. On arrive sur la fin du rebond logique qu'on devrait avoir. De nouveau, là, en fait, on est dans une sorte de canal baissier comme ça. Et le truc, c'est que ce genre de canal, bah, au bout d'un moment, il est cassé. Et en fait, quand il est cassé, alors ça peut durer très longtemps. Hein, vous voyez, regardez ici, on attendait tous la cassure de ETH-BTC qui n'est jamais arrivée. C'est-à-dire que vraiment, on était là, on attendait que ça pète et finalement, ça a cassé la baisse. C'est assez rare, mais ça arrive. Et là, si vous voyez, c'est le même truc. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans ce canal baissier ici. Et en fait, pour moi, le jour où on va casser ça à la hausse et avoir un ETH qui va récupérer full liquidité, ouais, liquidité par rapport à BTC, c'est le jour où on aura le bottom de poser. C'est-à-dire que quand le marché repartira, là, à ce moment-là, on aura la question du canal qui arrivera. Mais pour l'instant, tant qu'on est dans ce scénario de bear market et que le bottom n'est pas encore arrivé, ce qui a privilégié, c'est la continuité de ce mouvement-là, quoi. Et donc, c'est pour ça que, ouais, quand on était ici, bah, ça valait le coup de shorter Ethereum par rapport à BTC. Même chose ici, même chose ici. Et là, à mon avis, on est dans le même truc, quoi. Enfin, en tout cas, je privilégie ça qu'une cassure imminente ici d'Ethereum par rapport à BTC, alors qu'on n'est même pas sûr d'avoir trouvé encore le bottom. Mais bon, pareil, là, c'est du weekly, donc c'est vraiment sur du long des long time frame. C'est-à-dire que là, en fait, le temps de se retourner, d'avoir, un un ETH qui redescend, ça va prendre, plusieurs semaines. Tiens, au passage, je voulais vous montrer ça aussi, dans le groupe Telegram, j'ai mis un message, je sais pas si vous avez vu, mais en gros, je lui ai expliqué que j'étais en train de négocier des deals avec des SEX et des DEX, par rapport à donc c'est plutôt des plateformes de trading et en gros, bon, on est en bear market, il y a très peu de volume, donc il y a très peu de deals, mais je peux quand même avoir des deals. Ce qui fait que je peux gratter, quelques milliers d'euros par-ci par-là, pour avoir des paiements, par exemple pour trader sur les DEX et qu'après je vous partage, les trades que je fais sur ces plateformes et en échange, eux, ils me donnent des paiements, de plusieurs milliers d'euros. Alors en général, ils veulent pas trop, ils préfèrent, donner juste par exemple des fees, sur les commissions. Mais, j'ai quand même eu des deals, où, je pouvais négocier des paiements de plusieurs milliers d'euros. Des fois, ça va 2 3 4 000 € maximum.
Mais par contre, en échange, ils me demandent de faire des stats. C'est-à-dire que eux, pour qu'ils soient rentables, il faut qu'ils aient un minimum de 80. Enfin, c'est pas pour être rentable, mais c'est pour s'assurer en fait que il y ait quand même un minimum de gens qui viennent sur la plateforme et que à long terme, ils soient gagnants là-dessus, quoi. Et du coup, par exemple, là, j'ai un deal avec Dexflow où ils me proposent de gagner, où ils me proposent de me payer 3 000 € si je leur rapporte ici 80-90 personnes qui s'inscrivent et qui font un premier dépôt. Alors, c'est même pas un premier dépôt, mais c'est un premier trade, c'est ça. Du coup, s'il y a 90 personnes, qui arrivent sur Dexflow via mon lien et qui font un premier trade, juste ça, il va se permettre de débloquer, ce truc de, 3 000 €, ce paiement de 3 000 €. Et du coup, je me suis dit: «Est-ce que ça pourrait pas être intéressant que je vous redistribue genre, par exemple la moitié?» Si j'ai 2 K, ouais, je vous redonne 1 K et cetera et que je redistribue en fait cet argent aux 80 personnes. Et du coup, ça fait des bonus qui sont beaucoup plus intéressants, je trouve, que les bonus classiques qu'on a où par exemple tu vas gagner, je sais pas, 20 € de bonus, si, tu fais un dépôt ou un truc comme ça. Là, en fait, tu peux avoir 1 500 € de bonus, quoi. C'est beaucoup plus intéressant. Et après, forcément, c'est pas tout le monde. Mais je me dis qu'en maximisant, les deals, ça peut, être rentable. Dans le sens où là, par exemple, Texflow, ils m'ont dit: «Si tu arrives à atteindre 80, je sais combien?» je dis, ah oui, si, 80, personnes qui s'inscrivent et qui font un premier trade et ben, ils m'envoient du coup leur paiement et moi je vous redistribue 1 500 aux 80 inscrits. Et du coup, soit j'envoie, 1 personne qui gagne 1 500, soit je pense le mieux, c'est d'envoyer par exemple, 3 personnes qui gagnent 500. Et je trouve que 500 comme ça, bear market, c'est vachement cool. Et le truc, c'est que sur 80 personnes, bah, du coup, ça fait une chance sur 26, c'est pas énorme, mais je me dis que si on fait ça avec 4 deals, par exemple, 4 decks différents, et ben, on peut avoir une personne sur 6 qui récupère 500. Et franchement, une personne sur 6 qui récupère 500, je trouve, c'est pas mal niveau stats. Du coup, voilà, si jamais ça vous chauffe, après, en tout cas, si on n'atteint pas les 80, bah, j'aurai pas le paiement, mais c'est pas grave. Mais je me dis que ça peut être cool parce que moi, je récupère aussi un paiement, vous récupérez aussi de votre côté. Et là, du coup, pour l'instant, sur Texfo, on est à 14 inscrits. Et ouais, ce qui est cool, c'est qu'en dessous, du coup, j'ai les wallets de chaque personne. Et donc, en fait, ce que je ferai, c'est que dès qu'on attend, par exemple, 80 et qu'il me débloque le paiement, et ben, en fait, je tirerai au sort, enfin, je ferai une vidéo, je sais pas, pour vous montrer que je tire au sort quelqu'un et j'enverrai directement sur son wallet 500 à chaque personne. Enfin, 3 personnes, du coup, sur les 80. Et si on fait ça avec 4 deals, bah, du coup, on peut finir à une personne sur 6 qui gagne, qui gagne 500. Ça peut être pas mal franchement. Mais du coup, voilà, pour ça, je ferai pour les 80, premiers, qui s'inscrivent et il faut que ce soit, ah oui, ça aussi c'est important, pour que je débloque le bonus, il faut que ce soit 80 personnes qui s'inscrivent et qu'il y ait un minimum, de dollars de volume. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait au moins un trade, alors ça peut être un trade à 10 on s'en fout, mais au moins un trade qui soit effectué, pour que ce soit validé comme un EFTD, ils appellent ça comme ça. Et du coup, voilà, si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien inscription et si ça marche, bah, j'essaierai de négocier d'autres deals avec d'autres decks pour avoir la même chose. Surtout que là, si ça marche, en fait, l'avantage, c'est qu'après, je peux débloquer, ce paiement-là chaque mois. Et en fait, si chaque mois j'ai ce paiement-là, bah, je peux le redistribuer chaque mois, aux, personnes qui sont inscrites, via mon lien, quoi. Donc voilà, pour ça, tiens, mon code FOMO aussi. Alors ça, je rigole jaune parce que j'ai vendu ma position que je vous ai dit que j'achetais. Ça me fait rire parce que la dernière fois dans la vidéo, je vous ai dit, «Si vous voulez me voir perdre de l'argent sur FOMO, venez me follow» et au final, c'est exactement ce qui s'est passé. Ah, j'étais rentré sur ce token-là un peu trop fort, je trouve, à mon goût pour un small caps, surtout à cette période-là. Et du coup, je suis sorti, je commençais à voir que, voilà, je suis rentré vers les 1 000 000, 1 200 000, je voyais que ça commençait à chuter, il y avait pas grand-chose. Je voyais que le BTC, on était pas loin, on se rapproche de plus en plus d'un top. Je suis dit: «Allez, vas-y, c'est bon, je sors». J'ai la flemme de voir mon argent fondre sur ce genre de small caps et je sais je sais pas pourquoi, je sais exactement qu'il faut pas aller sur les small caps à cette période-là. Genre, les small caps, c'est quand même des tokens où il faut, beaucoup de liquidité sur le marché pour que les small caps montent. Parce que les small caps, c'est les derniers dans l'auto-noir de la liquidité à choper la liquidité. Et donc rentrer sur les small caps, à cette période-là de bear market, ça vaut pas le coup, en fait, parce que la liquidité, elle est pas notre avantage. Et je le sais, mais je vais quand même, parfois un peu, me dire: «Vas-y, il y a peut-être moyen», mais en fait non. Et du coup, je me suis dit: «Vas-y, arrête tes conneries, c'est bon, sors tout ce que tu as des small caps et tu reviendras le jour où il y aura de la liquidité qui arrivera sur les small caps et là, ce sera plus intéressant». Du coup, voilà, c'est ce que j'ai fait. Ensuite, je voulais finir avec Bybit UE parce que même chose, là, du coup, j'en ai déjà parlé, mais Bybit, j'ai pu négocier aussi pareil un paiement fixe que je peux atteindre, mais pareil, il me demande des conditions. Il faut que je fasse 95 EFTD. Donc EFTD, c'est une personne qui s'inscrit et qui fait, je crois, c'est un premier dépôt, un premier trade, je sais plus, je crois, c'est un premier trade. Et du coup, s'il y a 95 personnes qui font ça, et ben, je débloque du coup le paiement qu'ils me proposent. Et du coup, la même chose, si on arrive à atteindre 95 UFTD sur Bybit avec l'inscription, et ben, je tirerai au sort même chose, 3 personnes à qui j'enverrai 500 chacun pour faire 1 500 au total. Et pour l'instant, je crois, on est à 19. Donc on n'est pas énorme, mais ça peut monter. Donc
Ouais, si ça vous intéresse de participer à ça, ça peut être cool. L'autre truc qu'ils m'ont proposé aussi pour vous, ça c'est sympa, c'est, en plus de l'offre de 60 €, parce qu'il y a une offre de 60 € quand, vous inscrivez, et ben, il y a tous les nouveaux utilisateurs, qui ont un statut VIP 1 directement sur Bybit UE pendant 14 jours. Et du coup, vous avez des frais qui sont ultra réduits, avec le VIP 1 pendant 14 jours. Donc voilà, si vous inscrivez, vous aurez ça. Du coup, voilà, même chose, n'hésitez pas à passer l'inscription si jamais ça vous intéresse, et je vous tiendrai au courant durant une prochaine vidéo à combien on est de FTD et cetera, pour savoir si ou pas on est proche de, avoir ce paiement et que je vous le redistribue, par la suite. Allez, voilà pour tout ça. On finit avec le commentaire du jour de Hunter93 PSG qui me dit, 15:55 et 22 minutes. C'est la même pattern pour le TH et le dollar, mais pour toi, il y en a un qui va à la cave et l'autre qui break. Hyper intéressant, on va voir ça ensemble. J'ai mis la plupart de mes liquidités sur le niveau des 60 000 pour mon bag long terme, et 50-40 000 serait du bonus pour moi pour injecter mes dernières billes. La douleur de ne pas être dedans serait beaucoup plus importante pour moi que le bonheur d'une décote à 50K. Même si je vais remettre volontiers si ça arrive. Tout ce que je suis parle d'un dernier bottom, donc ça fait peur. Ton analyse à la fin avec le ruban est top, reste très pertinente. Merci beaucoup pour ton commentaire. Tu as extrêmement raison pour ce que tu dis ici. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense que la douleur de se dire, vas-y, je vais essayer de timer le bottom et de rentrer pile sur le bottom, mais à contrario, si jamais on n'y arrive pas, et ben, en fait, tu pas dans le marché et que le marché repart. La douleur de ça, je l'ai déjà vécu à l'époque en 2018, quand on était venu vers les 3 000 $-4 000 j'étais rentré, mais pas aussi autant que je voulais parce que je pensais qu'on allait encore plus bas, et quand on est remonté, c'était très douloureux, quoi. Après, heureusement, il y avait le corona qui est arrivé, qui a fait rejeter BTC et je peux re-rentrer plus bas, mais c'est pas toujours le cas, et et c'est vrai que je suis d'accord avec toi par rapport à ce truc-là, et moi, en fait, dans mes vidéos, je suis pas mal en mode, voilà, je parle de bottom, essayer de rentrer au meilleur moment, mais dans la logique des choses, c'est quand même bien mieux de rentrer plusieurs fois, et c'est ce que je lui expliquais dans mon tweet, du 24 novembre, il y a 9 mois de ça, quand j'étais passé en mode bear market, et ben, ouais, à la fin, je disais que ma zone d'achat, quand on était ici vers les 86 000, en fait, mon objectif, c'est vraiment d'aller sur les T4 Bonds 98, se faire rejeter, et ouais, ma target, c'était vraiment, entre les 40 000 et les 50 000, cette zone-là, pour poser un bottom. Mais comme j'expliquais ici, ma zone d'achat commencera à 60K jusqu'à 40K, et tout ce qui est en dessous des 40K, pour moi, sera la zone de bottom à acheter à fond. Et en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que là, on atteint les 60 000. Pour moi, ça commence à être une zone intéressante à acheter. Donc, acheter les 60 000, OK. Et par contre, tout ce qui est entre 60 000 et 40 000, là, OK, on continue, j'ai continué d'acheter. Et tout ce qui est en dessous de 40 000, par contre, c'est all-in. Et du coup, dans ce que je vous expliquais ici, en fait, l'idéal en investisseur, pas en trader, mais en investisseur, bah, ouais, c'est de rentrer dès que tu atteins les 60 000. Et après, tout ce qui est en dessous, bah, tu rentres progressivement parce que tu sais pas où est le bottom. Et si on descend en dessous des 40 000, bah, là, tu fais all-in de ce qui te reste. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que, c'est ce que je fais. Après, je vous conseille pas de faire le même truc, mais ce que je compte faire. Et en fait, je trouve ça mieux, de le faire de cette manière-là et d'avoir un prix moyen, si jamais on vient à 40 000, qui sera par exemple vers les 50, que de me dire: «Vas-y, j'attends un certain niveau», par exemple pile, je sais pas, les 40, ou les 50 pour faire all-in, et où ça se trouve, on va s'arrêter juste au-dessus, quoi. Et ça, c'est un peu plus chiant. C'est pour ça que c'est bien aussi de faire un DCA. Après, c'est comme d'hab, tu en as qui vont avoir des DCA où ça va être tout le long de la baisse, ils vont DCA, et d'autres, ça va être beaucoup plus sur, voilà, des plus petites distances et plus petites fourchettes de prix, comme moi je le fais entre les 60 000 et 40 000. Hop, et dernier truc que tu disais dans ton commentaire au début, c'était, ah oui, ça même personne pour Ethereum et dollar. Tiens, ça c'est intéressant. En gros, tu nous dis, ça c'est intéressant, tu nous dis que pour toi, cette pattern-là du dollar est la même que celle d'Ethereum. Sauf que dans les deux cas, c'est deux patterns qui sont identiques, mais pour lesquels je vois différentes, différents breaks. C'est-à-dire que là, par exemple, on a un dollar qui range et je le vois break à la hausse. Alors que l'Ethereum, on pourrait se dire, voilà, il range et je le vois en déviation à la baisse. Qu'est-ce qui fait la différence de ça? Alors, c'est assez subtil, mais je vais vous expliquer pour moi. Alors, c'est pas forcément la vérité absolue, mais je vais vous donner, moi, de mon expérience et de ce que je connais dans ce genre de pattern. Qu'est-ce qui fait que je suis bullish pour un break et bearish pour juste une déviation? Et ben, en fait, c'est la construction du range qu'on va avoir avant et des prises de liquidité qu'on va avoir avant. C'est surtout ça. C'est-à-dire que là, le dollar, je suis bullish. Je pense qu'on va avoir, voilà, une accumulation et un break ici et qu'on va exploser à la hausse parce qu'on a eu une chasse de liquidité, vous voyez, qui s'est faite progressivement. On a cherché cette liquidité avant de monter. Alors que quand tu as une range qui se forme avec ici des liquidités qui sont laissées, et bah souvent en fait, et tu casses, tu vas pas faire un break, mais tu vas faire une déviation pour rechercher toute liquidité. En gros, voilà, le cas typique, c'est tu descends, hop, tu laisses beaucoup de liquidités, ouais, comme ça. Là, tu montes en haut du range. Et en fait, toutes les liquidités que tu as laissées là et que tu n'es pas allé chercher avec une mèche pour t'en sortir, et ben souvent on va revenir les chercher, ce qui forme du coup la déviation de ce range et intégration break à la baisse. Par contre, à l'inverse, tu es sur un range qui est plutôt comme ça, vous voyez, où tu viens, hop, chercher les liquidités comme ça et après tu montes, et ben là, souvent, tu as plus de chances quand même que tu sois dans,
un break ici à la hausse, parce qu'en fait la déviation a déjà été faite ici à l'inverse et surtout, bah, tu laisses pas de liquidité. C'est-à-dire que toutes les liquidités que tu aurais pu laisser ici, bah, tu es déjà venu les chercher là et donc là, tu as pas trop de liquidité, ce qui fait que le cours n'a pas besoin de revenir, ce qui fait que tu as souvent un break, qui arrive. Après c'est pas, 100 le cas en fait et sinon ce serait trop simple. Dans le sens où là, par exemple, on est venu chercher toutes les liquidités, donc logiquement, on est plutôt dans un truc de break à la hausse, mais si dollar il veut réintégrer et récupérer une dernière fois la liquidité, c'est tout à fait possible. Mais c'est vrai que pour moi, vous voyez, c'est quand même à privilégier un break ici à la hausse. Parce qu'on a eu, voilà, à chaque fois, hop, on va chercher la liquidité, on va chercher la liquidité. Et là, paf, dernier pic de liquidité. Enfin, dernière mèche pour récupérer tout ce qu'on avait laissé ici. Et après, bam, ça décolle direct. Et il n'y a pas de truc, vous voyez, où on fait comme ça, tac, 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 et là, on laisse de beaucoup de liquidité avant de monter. Ou là, ça aurait été intéressant de revenir chercher avant de remonter. Et ouais, notre déviation, elle a eu lieu ici, en fait, à l'inverse. C'est-à-dire que là, on a eu notre range, on a eu notre déviation ici, hop, réintégration, et la break à la baisse. Au final, si on retourne le graphe, en fait, c'est un peu ça. Pour ça que je suis plutôt bullish pour un break sur le dollar. Alors que sur Ethereum, vous voyez, c'est pas la même chose, dans le sens où regardez ici, vous voyez, on a une mèche ici qui a été plus basse que celle-là. Donc en fait, là, on a un peu de liquidité qu'on n'est pas venu chercher ici. Et ouais, là, on a un break qui est assez long, qui laisse beaucoup de liquidité de nouveau sur ces niveaux-là. Même si en vrai, là, ouais, c'est pas non plus la meilleure pattern, je trouve, pour faire range, déviation et break à la baisse. Mais on n'est pas venu chercher les plus bas ici, ce qui fait que là, on laisse des liquidités, pareil sur ce niveau-là, ce qui fait que ça peut être intéressant ouais, de faire ce range, déviation, réintégration, break à la baisse. Au lieu d'avoir comme le dollar, le break qui se fait à la hausse. Regardez par exemple l'exemple qu'on a ici, il est très très bien, vous voyez, ce qu'on avait sur BTC et justement sur Ethereum, vous voyez là, il est excellent l'exemple. Regardez, on a un plus bas ici, hop, un deuxième plus bas ici, un troisième plus bas ici, mais vous voyez, on ne vient pas nettoyer les liquidités qu'on a ici. C'est-à-dire que là, à chaque fois, on laisse des liquidités, on laisse des liquidités, on laisse des liquidités. Et donc, quand on remonte ici, qu'on vient au haut du range, il faut bien plus privilégier une déviation ici, une réintégration pour récupérer toute liquidité qu'on a laissée juste là, vous voyez, que de se dire ça y est, on break et on repart à la hausse. Parce que dans le cas où on break et on repart à la hausse, il aurait fallu avoir par exemple ici, paf, un truc où on chasse toute liquidité et ensuite on remonte direct. Et là, ouais, c'est pas le cas. Même chose ici. Et vous pouvez regarder sur BTC, c'est pareil. C'est-à-dire que là, on a eu vraiment le même scénario où voilà, on vient ouais, faire un plus bas ici, un autre ici, un autre ici, un autre ici, un autre ici. Mais à chaque fois, on ne vient pas aller chercher les liquidités. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on laisse les liquidités là, on laisse les liquidités là, on laisse les liquidités ici, on en laisse ici, on en laisse ici, on en laisse tout le long ici. Ce qui fait que bah, quand on monte et qu'on fait un nouveau plus haut, bah, c'est bien plus intéressant de faire juste une déviation pour réintégrer ça et j'irai chercher toutes les liquidités qu'on a laissées dans cette zone avec ce mouvement-là. Alors que heu, si on avait eu un mouvement, par exemple ici, où on vient chercher, paf, toutes les liquidités ici et ensuite on remonte, là, on aurait cassé range, là, ça aurait été plus intéressant de jouer un break, je pense. Mais c'est vrai que là, par exemple, c'est pas le meilleur exemple. C'est-à-dire que là, dans l'idéal, ça aurait été d'avoir un truc un peu plus comme ça, oui. Ça aurait été l'idéal pour se dire que là, on est bien dans une déviation et qu'on va revenir chercher tout ça. Parce que là, OK, c'est vrai qu'on n'a pas fait de plus bas par rapport à ça, donc là, il y a des liquidités qui restent, qu'on n'est pas venu chercher et la même chose, ouais, sur ce niveau-là. Mais c'est pas, voilà, c'est pas aussi bien que ce qu'on avait ici. Enfin bref, voilà pour ça. Après, comme j'expliquais, c'est pas, la vérité absolue par rapport à mon analyse, hein. C'est plus, de l'expérience. C'est-à-dire que dans le sens où je l'ai vu beaucoup de fois sur notre pattern et souvent, j suivant ce que je vous expliquais juste avant ici par rapport aux prises de liquidité, on va avoir un break ou une déviation qui va se former. Après voilà, il y a quand même des contre-exemples, hein. Regardez par exemple là, Ethereum 2022, bottom d'Ethereum 2022, c'était en quoi? En juin. Donc ouais, c'était bien avant FTX en novembre. Mais en gros, vous voyez, là, c'est quand même, contre-intuitif parce qu'on a un range qui se forme, hop, et on a, vous voyez les plus bas ici, plus bas ici, plus bas ici et du coup, on a vraiment des liquidités qui s'accumulent là, qui s'accumulent là, qui s'accumulent là et en fait, au lieu de se dire que, bah, là, on aurait dû avoir une déviation, récupérer toute liquidité avant éventuellement de remonter ou de casser à la baisse et ben là, on a eu quoi? On a eu, hop, break du range ici et là, bam, on accélère à la hausse. Alors qu'on a laissé full liquidité ici et on n'est même pas revenu les chercher après. Donc ça, vous voyez, c'est pas quelque chose à privilégier, hein et pourtant c'est arrivé et en fait, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que ce jeu de pattern, là, comme ça, où tu laisses beaucoup de liquidité et qu'on ne revient pas chercher après, c'est assez rare, mais ça arrive. Ça arrive peut-être, je sais pas, 2 fois sur 10, une fois sur 5, mais quand ça arrive et du coup, tu te fais niquer, quoi. Alors que là, vous voyez, par exemple, ici, c'est différent où, on a eu, hop, notre range là et là, oui, à chaque fois, on est venu sortir, sortir liquider, sortir et en fait, là, on est bien sorti, sorti, sorti une dernière fois et après, bam, on a pété et du coup, là, dans ce cas de figure-là, là, il faut plutôt privilégier le break du range à la hausse qu'une déviation, vu qu'on avait déjà tout nettoyé ici.
Et des fois, le piège qu'on peut avoir, vous voyez, par exemple, ici, c'est que là, on laisse des liquidités, pareil, tout le long, ouais, tout le long, là, on laisse des liquidités. À chaque fois, on vient pas, ouais, on en accumule ici, 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 et on n'est rien venu nettoyer, et on a quand même break la hausse. Et en fait, c'est après sur cette mèche, genre plusieurs semaines, plusieurs mois après, quoi, ouais, c'est novembre à février, donc c'est plusieurs mois après, qu'au final, on est venu tout nettoyer. C'est assez fou quand même. Enfin bref, voilà pour tout ça. Je vais m'arrêter ici, sinon la vidéo va être trop longue. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez en commentaire de tout ça. N'hésitez pas aussi à passer inscription, si vous inscrire pour participer au bonus là, de 1500 $ que je vais redistribuer pour Bybit et TXFlow. Il faut atteindre les 80 et 95 EFTD. Je vais tenir au courant de là où on en est au fur et à mesure. Je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui. Moi, je vous dis à plus. Ciao.